entreprendre sport et handicap. À la base, Omnicité, alors pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être certains, qui viennent d'ailleurs que d'ici, c'est une coopérative d'emploi qui porte des valeurs de entraide, bienveillance, partage, soutien et créativité. Et dans ces valeurs-là, il nous manquait la petite touche sur le handicap pour effectivement aider des entrepreneurs qui sont en situation de handicap au sein d'Omnicité. Et puis aussi parce que ça correspond aux valeurs qu'on souhaite porter. Donc il y a 2 ans, on a créé un groupe de travail, donc certains sont présents ici, pour réfléchir à ce qu'on pouvait mettre comme action pour effectivement parler de ce sujet qui nous tient à cœur. Donc on a eu quelques réunions sur la FDPH, notamment avec la FDPH, et on a travaillé sur une enquête que Julien va vous présenter. Et du coup, on souhaite continuer effectivement à mener des actions et des réflexions sur ce thème-là. Tu n'étais pas présentée ? Ah non. En fait, c'est pas important au final, moi qui suis. Moi, je suis Sophie Maréto et je suis donc au sein d'Omnicité depuis 2015. Je suis entrepreneur et salariée. Et de formation, je suis psychologue et je fais plein de choses en dehors de mon métier. Je fais des biens de compétences, la formation, des recrutements et j'accompagne des patients. Voilà, donc c'est pas... Et je travaille beaucoup sur la thématique du handicap avec certains de mes patients et certains bénéficiaires en bilan de compétences. Voilà, c'est pas à toi. Sophie est aussi administratrice de la conseil d'administration de la coopérative. Et sociétaire, et c'est notamment à ce titre-là qu'elle s'est engagée dans le groupe de travail handicap qu'elle porte, qu'elle anime cette démarche-là. Qu'est-ce qu'on a fait en 2 ans ? Qu'est-ce qu'on a fait en 2 ans ? Déjà, on a commencé par se mettre d'accord sur un peu une définition du handicap et de se dire, voilà, de quoi on parlait. Et ce qui nous permettait, il y a une première étape d'étudier l'existant, donc de se mettre tous à niveau. C'est quoi le handicap ? Alors on est en France, donc le handicap, c'est quand l'administration nous dit qu'on a cette reconnaissance-là. En tout cas, on a travaillé à partir de ce parti pris-là. Et qui était ensuite de pouvoir voir, au sein de la coopérative, combien de personnes sont concernées, est-ce qu'il y a des actions particulières. Alors on savait déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes concernées par le sujet, notamment parce que la coopérative verse une contribution à GFIP qui est assez importante, vu que nous n'atteignons pas l'obligation d'emploi, ce qui est notamment lié à notre modèle de recrutement, qui est qu'on n'a pas la main sur le recrutement. Voilà. Ça ne nous empêche pas, et c'est pour ça que le groupe s'est monté de travailler sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action pour le faire. On a ensuite, il y a eu tout un travail, donc je reviendrai sur étudier l'existence, et aussi passer par un certain nombre d'entretiens avec des entrepreneurs de la coopérative qui sont en situation de handicap et avec des entrepreneurs de la coopérative qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. L'idée étant de travailler sur ces 2 dimensions-là. Qu'est-ce que peut faire la coopérative pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap ? Et comment est-ce qu'on peut aussi permettre aux entrepreneurs, dans leur activité, de pouvoir s'adapter quand se retrouvent avec des personnes en situation de handicap, stagiaires dans une formation, ou dans l'animation d'un groupe, etc. Il y a eu aussi tout un travail le travail avec quelques institutions alors notamment on a des représentants de Malakoff Humanis, qui est notre organisme de prévoyance, avec qui on anime depuis 2 ans régulièrement des ateliers de sensibilisation pour les entrepreneurs. Il y en aura il va y en avoir un pour l'équipe d'appui dans 15 jours. Des ateliers autour de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec la MDPH de Paris. On en a fait 2, je crois, pour dédramatiser le sujet et le rendre visible aussi. C'était quand même un de nos premiers objectifs, c'était de faire émerger le sujet en interne, parce que souvent il suffit juste d'en parler pour que des gens se disent non, on a peut-être à la coopérative, il y a 350 personnes, il y a peut-être des personnes qui ont cette fameuse reconnaissance de la qualité de travail handicapé et qui ne l'ont pas fait savoir, dans toute la confidentialité qui doit être respectée,
Et aussi avec l'AGFIP, où on a travaillé un temps avec l'AGFIP sur une étude d'action un peu audite de la coopérative qui n'a pas abouti, puisque entreprise trop spécifique pour un modèle un peu trop normé. Mais par contre, on a relayé l'année dernière, et on relaie encore cette année, l'Active Challenge, qui est un challenge numérique organisé par la GFIP pour sensibiliser l'ensemble des salariés des entreprises participantes sur le sujet du handicap. Donc, on vous en reparlera un petit peu vers la fin. Tout le monde repartira en s'étant inscrit. Vous n'avez pas le choix. C'est voilà. Et effectivement, donc il y a eu cette étude où il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ont été interviewés. Je vais commencer par vous donner un peu déjà quelques raisons pour lesquelles les personnes en situation de handicap ont décidé d'entreprendre. Ça tient à la recherche d'une autre forme de travail. Le schéma classique de travail ne convenait pas, mais il y a des termes aussi qui reviennent de la souplesse dans l'organisation du temps de travail, dans le choix des missions qu'on fait. Il n'y a pas d'horaire, on est responsable de son travail, on peut plus facilement adapter son activité à son état de santé et à son état de forme. L'envie de faire des choses variées, d'avoir des challenges, de ne pas s'ennuyer. Et pourquoi est-ce que les personnes ont décidé de rejoindre Omnicité, une coopérative d'entrepreneurs? Il y avait des choses du côté que Sophie a évoqué, c'est la bienveillance, le dynamisme du collectif, la recherche du collectif, de ne pas être tout seul, de rejoindre un collectif qui fait avancer, qui fait bouger, et quelque chose qui est au cœur de la mission d'accompagnement d'Omnicité, qui est d'adapter le parcours d'accompagnement à chaque entrepreneur, en tenant compte à la fois de son projet et de la situation de son projet économique, mais aussi de sa situation personnelle. Et de pouvoir adapter les temps collectifs, de pouvoir adapter s'il y a besoin de temps collectif, s'il y a besoin plutôt de suivi individuel, et de pouvoir jongler en permanence avec ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment très fort au cœur de notre mission et qui répond à un vrai besoin. Maintenant, il y avait aussi, bien évidemment, ça nous a aussi permis de travailler sur quelques pistes d'amélioration toujours. qui tiennent à plutôt. Alors, il y a des choses qui relèvent des infrastructures. Le siège d'Omnicité n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant, ou à mobilité réduite. Donc voilà, on va pas déménager tout de suite, mais ça nous permet de réfléchir autrement et de se dire oui, on peut pas répondre là au siège, mais en fait il y a d'autres bureaux où c'est possible d'accueillir des personnes à mobilité réduite, où effectivement on n'a pas fait la lecture de siège, on est venu la faire ici. C'était important, et de pouvoir aussi travailler sur c'est un travail au niveau de l'équipe d'appui en lien avec le groupe de travail, de pouvoir un peu regarder tous les outils qui sont mis à disposition des entrepreneurs et de pouvoir se dire on va peut-être pouvoir faire évoluer notre discours ou la façon de présenter ou les outils qu'on utilise dans nos sessions d'information sur la coopérative. On sort tous les ans un cahier Actions et Tendances, rapport d'activité. L'idée, c'est que la version numérique puisse être travaillée en ayant en tête cet enjeu de l'accessibilité. Donc c'est des choses qui commencent à percoler un peu. C'est ma métaphore du jour, je crois. Je pense que je l'ai dit 15 fois aujourd'hui. Percoler, ouais. Et de pouvoir justement adapter nos outils et continuer à adapter notre accompagnement à des nouveaux publics. L'étape d'après, dans les étapes d'après, ce travail-là de 2 ans de capitalisation, on ouvre une nouvelle séquence qui est de faire savoir tout ce qui a été fait, de le faire connaître, d'intégrer ça dans nos outils de communication, éventuellement de commencer à monter des partenariats avec des structures qui sont spécialisées sur notamment l'entrepreneuriat et l'accompagnement à l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap, mais aussi de renforcer notre accompagnement social pour pouvoir avoir un rôle un peu facilitant, de mise en lien avec des partenaires,
de continuer ce travail de sensibilisation pour dédramatiser le sujet, qu'on se sente libre d'en parler, et que les personnes qui intègrent Omnicité et les personnes en situation de handicap se sentent bien accueillies et aient envie de venir entreprendre chez Omnicité. C'est bien dit. Je pense que j'ai tenu le timing. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'effectivement, on a surfé sur ce qui se passe, l'actualité qui nous occupe au niveau sportif, n'est-ce pas? Pour se dire, on peut faire un événement sur sport, entrepreneuriat et effectivement handicap, parce qu'au final, il y a peut-être des choses qui se ressemblent et qui se rassemblent. Du coup, c'est un peu l'idée du jour. Voilà, on vous passe une petite vidéo. Faites attentif. Je suis formatrice consultante en sensibilisation au handicap. Mon but, c'est de permettre aux professionnels, publics et privés, les salariés, les décideurs, les élus, de mieux appréhender le handicap pour mettre en place des politiques handicap vraiment en toute connaissance de cause. J'ai un parcours un petit peu atypique. Moi, j'étais une gymnaste quand j'étais jeune. Et puis, lors d'un entraînement, j'ai fait une chute des parasymétries. Et là, je deviens paraplégique. Je suis depuis en fauteuil roulant. Mais j'ai poursuivi mes rêves. J'ai fait des études en management sportif. J'ai changé de discipline sportive et je me suis mis au tennis handisport. Au début, je faisais ça un petit peu en touriste le dimanche. Et puis, de fil en aiguille, j'ai gravi quelques échelons pour arriver au meilleur niveau national, niveau international, jusqu'à parvenir à me sélectionner à l'équipe de France pour donc participer aux Jeux paralympiques de Barcelone et d'Atlanta, où j'ai été médaillée paralympique. Et ça a été extraordinaire, inoubliable. Handicap. Donc déjà, ce mot handicap. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à des représentations négatives, péjoratives. Donc dans le monde de l'entreprise, c'est pas du tout valorisant, ni valorisé. Donc forcément, c'est compliqué, et pour les entreprises, les décideurs, et pour les personnes en situation de handicap. Donc je suis plutôt spontanée, assez naturelle, je n'ai pas de tabou. Le regard. Pourquoi le regard? Parce que d'abord, le regard porté sur l'handicap, sur la différence. Et puis parce que j'adore citer Proust qui dit « Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. » Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Du coup, Donc on va laisser la parole effectivement à Auristelle qui va venir nous parler de son parcours et comment est-ce qu'on peut articuler ces trois thématiques, sport, handicap et entrepreneuriat. Et je remercie Karine qui va faire l'intervieweuse en chef. Merci beaucoup. C'est facile avec Auristelle. Bonjour, donc me voilà. Donc vous comprenez, je pense en voyant la vidéo, que c'est une chance pour nous d'avoir Auristelle avec nous. Si vous demandez aux acteurs du monde du sport ce qu'ils pensent d'Auristelle, les mots qui reviennent le plus, c'est pétillante, vous comprenez pourquoi ils comprendraient encore, experte et inspirante. Donc pour ce débat, cette conférence sur regard croisé, sport, handicap, entrepreneuriat, c'était la bonne personne. C'est aussi, il n'y avait pas mieux en ce moment, parce que vous savez que c'est Roland Garros, donc on est quand même content d'avoir un tennis woman avec nous. On est à quelques jours des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc on aura l'occasion de parler d'eux. Je vais quand même rajouter quelques lignes à son palmarès, parce que vous découvrirez aussi qu'elle est particulièrement humble, donc pas tout Auristelle, mais tu es non seulement double médaillée paralympique, mais tu as été numéro 1 française, numéro 4 en double, numéro 5 en 5, c'est ça. Et puisque je parlais de Roland Garros, tu as gagné. Alors à l'époque, on parlait de l'Open de France parce que maintenant, c'est la même compétition, mais à l'époque, c'était séparé. Et c'était Anthony, où tu travailles dans le groupe Pomona, puisque tu es chargé de mission, inclusion et handicap. Voilà, c'était la personne qu'il nous fallait, nous avons de la chance. Et comme je vous ai dit qu'elle était inspirante, ce qu'on va faire, on va faire dérouler un certain nombre de chapitres, mais on va commencer par une illustration avec l'histoire d'Auristelle.
tristesses, ses anecdotes. Et puis, comme elle a bien voulu nous partager son expertise, après on prendra à chaque fois un peu de hauteur pour voir ce qu'on peut améliorer, ce qui va moins bien et ce qu'on peut faire. Si je peux être utile, hein, parce que je ne dis jamais la vérité. Voilà. On verra. Donc, première partie, le sport, hein, tu as commencé à en parler, mais si tu peux nous dire ce que ce parcours t'a apporté, comment tu es venu aussi au tennis fauteuil, et puis donc ce sport. Alors, pour éviter de redire, alors effectivement, moi j'étais une passionnée de gym. À la base, j'étais pas du tout orientée pour devenir une joueuse de tennis, absolument pas. Moi, j'étais une vraie combattante, passionnée de danse et de gymnastique. Et dès 7 ans, je m'entraîne tous les jours pour arriver au niveau national jusqu'à mes 14 ans. Et à 14 ans, donc tous les jours, dans ce gym, nous sommes à 15 jours du championnat de France, et voilà. Et je vais chuter lors d'un entraînement, répétition intensive, je vais chuter sur bas du dos, fracture et luxation de la colonne, je vais découvrir ce qu'est la paraplégie que je ne connaissais pas du tout, et je vais me retrouver avec mon fauteuil roulant. Donc plusieurs mois de rééducation, descente en enfer, comme vous pouvez l'imaginer. Là, on embarque tout le monde vers le bas, toutes ses familles, tout ça. Et puis l'ADN est là. Quand on est sportif, je crois qu'il y en a pas mal dans la salle, et puis on est sportif. L'ADN parle, et puis au bout de plusieurs mois, j'ai vraiment besoin de reprendre une activité, de me penser, et puis j'ai besoin de ça. Et je me dis au début, effectivement, jouer au tennis, moi j'idéalisais ça, je voulais jouer, j'ai 2 grands frères, j'ai des amis, et je me disais, allez taper la balle sur un court de tennis, le week-end ça va être topissime, donc je commence à jouer. Et puis au début, sincèrement, c'est la grosse galère. On repart de zéro, on a plein de fauteuil roulant, je ne m'amuse pas du tout sur un court de tennis, c'est très 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 compliqué. Et puis, mais malgré tout, vous savez, quand on est gymnaste, on est hyper coordonné. Enfin, la gym, c'est ultra, voilà, c'est très très exigeant. Et donc moi, quand on me demandait de mettre mon bras là, préparation 1, 2, 3, je faisais 1, 2, 3, et puis la balle est partie. Voilà. Et puis, effectivement, je pense que c'était pas si mal. Et puis revers, 1, 2, 3, voilà, préparation, où ça partait. Et puis je me rends compte que malfois, je commence à un petit peu, la balle repart, je me fais un peu plaisir. Et puis voilà, l'ADN est là, donc j'ai envie de faire un peu de compète, quoi. Donc premier tournoi départemental, alors au départ je perds tous les matchs. Hein. Autant vous dire que je ne gagne pas un match, je gagne peut-être un jeu de temps en temps, mais je persiste, je continue et je commence à gagner. Voilà, je commence à gagner de plus en plus de jeux. Quelques sets, quelques matchs. Et puis, au fil de l'eau, les mois passent, attention, j'ai des mois, des années. Et puis là, je commence à gagner, et puis je ressens, je revis ce plaisir de me dépasser, que j'avais un petit peu de me dépasser et de, malgré ce fauteuil, mon corps, malgré son handicap qui est là, j'ai de nouvelles compétences. Je dégage, je vais développer avec ce haut du corps de nouvelles compétences. Et puis voilà, et je commence à gagner. Voilà. Et là, je me dis, tiens, ma foi, certes, c'est un fauteuil, mais peut-être tu peux faire autrement. Et puis, je vois le regard des autres aussi, parce que certes, on a ce ressenti, mais on voit aussi surtout ce regard de l'autre, de sa famille, de ses frères, de sa mère, de son père, de ses amis, et puis qui redevient, vous voyez, ce regard, il vous renvoie votre propre image. Et là, je découvre que je peux faire autrement, que je suis malgré tout compétente. Et donc, je vais m'accrocher, je vais continuer les tournois, et puis je vais aller jusqu'à ce niveau. Voilà, jusqu'au niveau, je vais me faire pas. Au début, je vais galérer, ça va prendre des mois, des années, puis je vais gagner, je vais passer les tournois de niveau départemental, puis régional, puis arrive au niveau national, je vais être repérée par la Fédération française, je vais intégrer le Groupe France. Et donc tout ça, c'est en 56 ans, intégrer le Groupe France. Là, je vais faire tout le circuit international, même si c'est très peu démédiatisé à l'époque. C'est exactement le même circuit que le valide, que le tennis valide. Donc je vais un petit peu faire le tour du monde grâce au tennis. Et puis des années plus tard, j'arrive à parvenir aux 2 Françaises. Donc là, c'est juste avant Barcelone, je suis 2 Françaises. Donc là, je me sélectionne pour la première fois aux Jeux paralympiques, donc en 92 pour Barcelone. Et là, je suis 2. Puis après, je vais évoluer jusqu'à 96 Atlanta,
là, je vais monter une française, une cadre mondiale, et là, je suis fond. Et là, c'est des entraînements quotidiens, même si c'est très peu médiatisé à l'époque. C'est comme c'est sportif de haut niveau, enfin, moi j'ai le statut, et même si c'est peu médiatisé, je m'entraîne tous les jours. Je menais de front mes études, donc comme j'avais le statut, je pouvais aménager mes horaires d'études, et je menais de front les deux, parce que, comme tout sportif, moi quand je rentrais sur les cours, j'étais en fauteuil certes, mais j'étais avant tout une joueuse de tennis. Quand je rentrais, c'était pour gagner. Voilà, ça il faut être bien conscient qu'on soit debout, qu'on soit en fauteuil, qu'on soit non-voyant, malvoyant, quand on est sportif avant tout. Moi quand je rentrais, je rentrais sur le cours vraiment pour gagner, j'étais une joueuse de tennis. Avant tout, ça c'est très très important, voilà, dans le regard qu'on peut porter sur une histoire. Voilà, donc après j'arrive jusqu'au plus haut à fond. Ouais. Mes médailles. Bravo. Voilà. Alors on est parti du sport, Oui. on est intéressé par les Jeux Olympiques et Paralympiques, et puis pas qu'on parle que de il y a pas de raison de parler que de l'art des Jeux Paralympiques, il faut aussi parler des Jeux Olympiques. Alors bon, il y a deux choses par rapport aux Jeux Olympiques. D'une part, il y a le bashing actuellement, est-ce qu'on a raison ou pas, ou est-ce qu'on peut avoir des attentes positives par rapport aux Jeux Olympiques. Oui. On parlera des Paralympiques après. Et puis, sur les questions de handicap, est-ce que tu es confiante ou pas par rapport aux Jeux Olympiques? Et tu m'as parlé d'une anecdote que tu viens de vivre dans un des équipements principaux, sur lesquels il faudra revenir. Alors les Jeux, attention, il faut être super enthousiaste. On a une chance redoutable d'avoir les Jeux en France. Restons, voilà, c'est extraordinaire. C'est un engouement dingue, c'est une ferveur folle. Enfin, le monde entier va avoir le regard sur la France. Enfin, ça, il faut vraiment porter ça le plus haut possible. Et donc, bien sûr, je reste super engagée, super enthousiaste à cette idée d'avoir les Jeux en France. Ça va changer peut-être le mouvement sportif dans son ensemble, que ce soit pour les personnes valides ou non valides, ça va l'améliorer, le tirer vers le haut. Ça, moi, je l'espère, on l'espère tous. Pour revenir un peu à ton anecdote, j'espère que par rapport au handicap, au sport, forcément, autant vous dire qu'on espère tous qu'il y ait un avant et un après. Bon, après on verra bien ce que ça va donner, l'avant et l'après. On peut avoir des doutes, peut-être on le développe après ou pas. Sur le handicap ou sur le handicap. Alors, on va revenir tout de suite sur le handicap, juste parce que là, on a plein d'entrepreneurs qui ont plein de contraintes au mois de juin, parce que l'activité s'arrête, parce que y a les Jeux qu'on va pouvoir traverser Paris. Enfin, tu connais tout ça. Est-ce qu'au moins, on peut attendre des retombées économiques, un impact avec le tourisme, après les images, et être plus optimiste pour la suite? Alors, je l'espère. Je veux dire, je viens à Antony tous les 15 jours depuis quasiment un an. J'ai mon petit hôtel et tout, et là mon petit hôtel juillet-août, je ne viendrai pas en Antony, je serai exclusivement dans le télétravail de Toulouse, tellement tous les hôtels sont complets et tellement tous les prix vont augmenter. Alors moi j'imagine que ça va avoir une vraie retombée. De toute façon, on est tous conscients que ça va avoir un vrai impact économique et en termes de tourisme après sur le long terme, enfin ça c'est sûr, ça peut être que bénéfique. Et puis on va revenir au sujet, parce que tu m'as dit que tu étais à Roland-Garros, c'est normal, c'est maintenant. Je pensais moi que tu étais invitée, mais même pas. Et j'aimerais que tu nous parles de cette expérience parce que à Roland-Garros, il y aura le tennis, la boxe. Oui, alors, pour l'anecdote, mon fils a eu 20 ans il y a 2 ans et son cadeau c'était une passion du tennis. Par hasard. Et donc son cadeau pour ses 20 ans c'était un séjour. Nous avons passé 4 jours à Roland-Garros. C'était son cadeau, 20 ans. Donc très bien. Et là, on a la surprise. Donc moi, je suis en fauteuil, mais moi, j'ai besoin d'une personne, parce que voilà, je suis pas du tout, je suis indépendante, autonome. J'ai une vie tout à fait ordinaire, même si je suis assise et que je sais ce que ça peut représenter. Mais j'ai une vie tout à fait ordinaire. Et mon fils n'a jamais été mon accompagnateur. Voilà, on m'acquiert cette personne. En aucun cas, qui ait 3 ans ou 20 ans. Voilà, si je peux pas, je fais pas. Si je peux, je fais. Voilà, ça c'est clairement. Donc, nous, on lui offre avec son papa un séjour, donc, super cadeau pour ses 20 ans, à Roland-Garros. Et là, on réserve des places, et là, on découvre, vous me l'avez un peu expliqué au préalable, on découvre surtout sur place que quand vous êtes en fauteuil, sur le cours Philippe Chatrier, qui est tout neuf, quelques mois près, tout neuf, quand vous êtes en fauteuil,
si vous avez envie d'être en fauteuil avec une personne valide à côté qui n'est pas votre accompagnateur, qui peut être votre chéri, votre maman, votre fils, moi en l'occurrence mon fils, mon mari, eh bien que vous êtes en fauteuil, vous êtes parqué, vous avez un petit espace où toutes les personnes sont en fauteuil, voilà, et voilà. Donc, vous n'avez absolument pas de siège pour une personne comme vous qui puissiez vous asseoir à côté de moi. Donc, mon fils, pour ses 20 ans, eh bien, maman, elle était parquée avec tous les handicapés. Alors, j'ai dit handicapés, je ne le dirai jamais, je dirai toujours personne handicapée, mais c'était un peu l'esprit. Pendant que mon fils, alors j'ai dit mon fils, ça peut être voilà, mon mari, mais mon fils était sur un siège à plusieurs mètres de moi. Et voilà. Alors, ça c'est en France, on est très, 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 très heureux. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas le handicap, notamment les personnes en fauteuil, voilà, une mobilité réduite. On ne l'aperçoit pas, indépendante et tout à fait autonome. Moi, je vous assure, je conduis ma voiture, j'ai une maison de plein pied et basta. Et puis, effectivement, si je ne peux pas monter le Mont Blanc, je ne monterai pas le Mont Blanc. Mais je ne demanderai pas à personne de me porter pour monter le Mont Blanc. Enfin, c'est-à-dire, voilà, on peut avoir tout à fait une vie ordinaire. Alors, certes, on ne peut pas tout faire. Et on doit être un peu résilient par rapport aux choses qu'on ne peut pas faire. Mais moi, je travaille, j'ai toujours travaillé, j'ai fait mes études. Et voilà, donc ça, c'est une anecdote très, voilà, un peu révélatrice. Et c'est vrai que nous, les personnes qui sont un petit peu actives du mouvement sportif, on se dit que ce soit les transports, que ce soit peut-être l'accueil sur les infrastructures sportives. Alors, je ne connais pas les autres, je connais Roland-Garros, mais que ce soit, on se dit, oulala, que ce soit les Jeux Olympiques, parce qu'il y aura beaucoup de visiteurs en fauteuil roulant, qui ont une mobilité réduite. Il n'y a pas que les Jeux paralympiques. Moi, je suis allée voir des joueurs valides, des tennisins, Roland-Garros. Là, on se dit, il y aura peut-être une limite. Bon, voilà. Donc ça, moi, ça m'a choqué. Et je pense que si on a une chose en France, et là, je vois, c'est plutôt bien parti ici, à Unicité, il me semble, de ce que j'ai entendu, mais c'est vraiment de changer l'état d'esprit. C'est pas une rampe ou un ascenseur qui va améliorer les choses. Non, c'est un état d'esprit. Voilà, quand on refait le profil du Châtrier et qu'on part du principe qu'une personne en fauteuil, forcément, elle est parquée et qu'elle ne peut pas avoir un accompagnateur, un conjoint, un enfant à côté, se mettre à côté de la personne libre, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Ça veut dire qu'on la place toujours dépendante et pas autonome et assistée, forcément. Ça, c'est redoutable. Je ne sais pas si vous mesurez l'impact que ça commence sur les personnes, sur l'accessibilité à une vie sociale normale, à un intellect normal, à une envie de s'insérer, une envie de s'affirmer dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, parce qu'on la rabaisse toujours à cette espèce de personne dépendante. Et ça, et en France, là, on n'est pas du tout bon, pas du tout bon. Et pour moi, c'est de là que ça part. Alors, on va peut-être passer aux Jeux paralympiques. Tu parlais du changement de regard qu'avaient même tes amis. Toi, tu avais dit que tu avais perdu pas mal d'amis c'est sûr. Avec le passage en fauteuil et qu'il a fallu sport pour que le regard change. Là, on a l'expérience que tu as vécue à Barcelone. J'aimerais bien aussi qu'on prenne celle de Londres parce qu'il y en a eu plein d'autres. C'est depuis 1960 qu'il y a des Jeux paralympiques. Et peut-être que Barcelone et Londres sont les plus proches de nous, qui sont en Europe. Assez récent, avec quand même deux problématiques différentes. Barcelone qui n'est pas du tout pas fort, comme Paris, sur l'accessibilité. Alors, effectivement, dans ces deux villes, alors il y en a d'autres, mais dans ces deux villes, il y a vraiment eu un avant et un après. Barcelone 92, donc c'était déjà une ville, un état d'esprit. Alors oui, ils sont beaucoup plus ouverts. Contre toute attente, on parle toujours des Américains, très ouverts et tout. Donc, moi j'aime bien, alors, en Australie aussi, c'est extrêmement ouvert. Voilà. Si on devait me demander, moi, l'anecdote, voilà, petit aparté, si je devais partir un pays lointain, ultra open, je vous invite tous à aller visiter l'Australie, qui est un pays magnifique. Donc, bref, pour revenir à des choses plus qui nous. En Europe, parce qu'on dit l'Europe, un vieux continent, c'est compliqué. En réalité, vous avez effectivement en Espagne, en Angleterre, en Italie, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus ouvert, et l'état d'esprit beaucoup plus inclusif, mais dans la vraie signification du mot inclusif. Et c'est vrai que les Jeux à Barcelone, pour le coup, ont rendu complètement accessible la ville. Ça, il y a eu un avant-après. Et Londres, effectivement, pareil. Aujourd'hui, vous avez une fauteuil, une mobilité réduite, une accessibilité
Et forcément, à Londres, c'est pareil, il y a eu un avant-après. Bon, il faut savoir qu'en Angleterre, les Jeux de Stoke-Mandeville, c'est en Angleterre que les Jeux paralympiques, ils parlent des Jeux de Stoke-Mandeville, ça a été créé à Stoke-Mandeville, donc il est en Angleterre. Donc ils étaient déjà quand même dans un état d'esprit assez inclusif. Et il faut savoir qu'en Espagne, en Italie, en Angleterre, tous les enfants, dans la mesure du possible, tous les enfants vont dans l'école de leur quartier. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, voilà, contrairement en France où c'est pas pour ça, les enseignants sont formés pour, sauf si vraiment le handicap ne le permet pas. Hein. Ça veut dire que quel que soit votre handicap, quand vous pouvez rentrer dans une école, une classe normale, vous êtes intégré dans l'école de votre quartier. Et je peux vous dire qu'en termes d'inclusion, vraiment dans la bonne signification du terme, autant pour les personnes valides, hein, parce qu'attention, hein, ça a deux impacts très puissants, autant pour les enfants qui vont grandir avec des enfants différents à côté d'eux, eh ben, on ne va plus en parler, ce sera plus un plat, en fait, ce sera complètement intégré. Et pour les enfants qui sont différents, eh ben, eux, ils auront évolué dans un milieu complètement ordinaire et ça va complètement changer le regard qu'ils ont sur eux. Donc complètement changer le courant de leur vie, en fait, hein, les études. Et moi, j'ai beaucoup d'amis anglais, grâce au tennis notamment, même tous, ils sont complètement attirés dans la vie professionnelle. Et ça n'a jamais été un cas, enfin, une question. Voilà, quel que soit le handicap. Et quel que soit le handicap, complètement. Sauf si vraiment, voilà, à un moment donné, on ne peut pas, hein, parfois c'est très compliqué. Mais globalement, quand c'est possible, c'est fait. Donc c'est possible, c'est ça que je veux dire, si on se donne les moyens. Alors on va peut-être parler de Paris, ouais. Peut-être de ce qui s'annonce bien, et peut-être il y aura peut-être des inquiétudes. En amont, toi tu as été porteuse de la flamme, finalement on a des porteurs de flamme qui sont valides en situation de handicap, quel que soit. Oui. On a vu à Cannes aussi des champions avec le marque, la flamme, etc. Est-ce que ça c'est un point sur la médiatisation aujourd'hui qu'on a de tous les champions, les uns comme les autres, qu'on peut souligner? Alors, j'imagine attendu oui. ou pas? Oui, j'imagine que oui, que c'est positif. Alors déjà, le comité d'organisation olympique et paralympique a choisi d'avoir une multitude, contrairement à Albertville 2092, pardon. Albertville, les relais étaient beaucoup plus longs. Il y avait beaucoup moins de porteurs de flammes. Cette année, ils ont fait le choix d'avoir des relais de 300 mètres, ultra courts, hein, c'est 2 minutes, ça passe très vite, et en avoir une multitude, des sportifs paralympiques, olympiques, des chefs d'entreprise, des personnes qui ont un impact sur la vie sociale et économique d'un territoire. Et le but, c'était vraiment, parce que le rôle du porteur de flamme, bien sûr, c'est cette flamme qui est la star, hein. La flamme, symbole de paix, d'universalité, mais aussi pourquoi ce choix de multitude de porteurs de milieux très différents. C'est parce que notre rôle, un peu, c'est de faire monter crescendo, hein, l'ambiance des Jeux et l'engouement autour de ces Jeux olympiques et paralympiques. Donc, on embarque comme ça, grâce à la diversité de relayeurs, d'éclaireurs, et bien on embarque comme ça un maximum de Français autour de nous. Voilà, c'est un peu le jeu. Et puis c'est vrai d'avoir des sportifs paralympiques. Bon, je pense que forcément, ça ouvre sans doute un petit peu. C'est une ouverture d'esprit, forcément, ça ouvre tout ça. Alors maintenant, on va passer peut-être à l'accessibilité. Ouais. Je sais que toi, quand tu prends un taxi, tu commences déjà à travailler. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses sur l'accessibilité de Paris, puisque maintenant, c'est à peu près un bon vin. Oui, l'accessibilité physique de Paris. Est-ce que j'ai besoin, moi, pour vous aide, de vous parler d'accessibilité de Paris? Alors, on est à la hauteur de Barcelone. Alors, moi, je ne suis pas parisienne. J'ai quelques amis comme moi qui ont des situations de déplacement un peu délicat et qui me disent « Oh, le métro, ça va être compliqué. Alors, je sais, pour prendre G7, parce que moi, le groupe Pomona et l'abonnement G7, qu'ils ont une autorisation d'avoir sur le marché de commander, je crois, je ne vais pas dire bêtises, mais 80 ou enfin peut-être beaucoup plus de taxis accessibles. Puisque c'est des autorisations à des quotas, je crois, de taxis. Donc là, justement par rapport à ce métro, qui était une grosse contrainte, voilà, on prendra le taxi. Maintenant, pour avoir discuté avec pas mal de chauffeurs, alors moi je suis très optimiste, hein, mais on me pose la question, je réponds par rapport à ce que j'entends. Les chauffeurs
formation d'1 heure par rapport à l'accueil de personnes en situation de handicap. Donc moi, si vous m'accueillez sur un taxi, formation d'1 heure, ça suffira. Je pense. Mais si vous accueillez une personne un petit peu plus dépendante, qui a d'autres besoins, qui est plus âgée, ou qui a un corset, enfin qui va être plus dépendant, ça risque d'être un peu plus. Et de ce que j'ai compris, bon, ça va être peut-être un petit peu plus enfin, on verra bien, mais peut-être, ce sera peut-être plus compliqué. Mais non, il faut rester optimiste en tous les cas. C'est sûr que moi, je ne prendrai jamais le taxi à Paris, jamais le métro à Paris. Alors, je vous dirais, à Toulouse, il n'y a que 2 lignes, hein, mais à Toulouse, 2 lignes, c'est ridicule par rapport à Paris, mais pour le prendre de temps en temps, ou c'est l'ascenseur pour monter de la station qui est en panne, donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le métro, vous sortez à la station qui suit, alors c'est pas régulier, mais c'est souvent le cas, c'est assez régulier. C'est régulièrement le cas. Donc vous le faites une fois, vous le faites 2 fois, vous le faites 3 fois, et puis le 4e fois, vous avez ras-le-bol. Alors à Toulouse, j'ai pas de souci, parce que c'est beaucoup plus petit, donc on se déplace à pied, bon voilà. Mais à Paris, moi, je ne m'aventurerai jamais, hein, clairement. Hein. Bon, je ne connais pas, mais je ne m'aventurerai jamais, parce que peu que j'ai entendu et tout, à prendre le métro, ça c'est sûr. J'irai à pied, ou je regarderai. Quand on est venu pour Roland-Garros, j'avais pris l'hôtel, j'avais bien regardé, tac, j'avais pris l'hôtel, j'avais vu les lignes de bus. Je m'étais renseignée, je savais que le bus était accessible, et parce qu'on avait une voiture, mais j'avais la voiture, c'est pour une voiture d'hôtel, et j'avais bien regardé les lignes de bus, et je prenais le bus qui m'a mené directement devant Roland-Garros. Alors c'est pour dire que quand on est handicap, notamment l'auteur, nous, et ça c'est une soft skill qu'on développe, où on est ultra compétent dans l'entreprise, c'est qu'on anticipe tout. Sachez-le, si vous recrutez une personne qui a un handicap physique notamment, parce que c'est alors que moi là j'organise des choses cette semaine, je suis sur une campagne handicap, j'organise plein d'événementiels et tout, les filles elles me disent au hôtel, on rentre avec toi, on est top, t'anticipes tout, on manque de rien, parce que nous, voilà, on est obligé, alors ça peut être épuisant, hein, mais on est obligé de tout anticiper. Si vous m'invitez à un restaurant un jour, ne soyez pas vexés, mais forcément, j'appellerai le resto derrière vous pour m'assurer qu'il soit accessible. Par défaut, en France, c'est pas accessible, donc je ferai toujours ça. Voilà, parce que ce sera ni accessible, ni sympathique pour vous si on se retrouve dans le resto qui a 3 marches. Ah mince, Christelle, je suis désolée, le resto n'est pas accessible, vous serez embêtés, moi je le serai aussi, donc moi ce que je ferai derrière, je l'appellerai. Voilà, on est les rois de l'anticipation. Ça, on n'a pas le choix. Là, j'ai reçu un communiqué de presse de la ville de Paris qui s'en vient justement de l'accessibilité. Ça va être 100% des bus, 14% des stations de métro et 17 quartiers. Alors moi j'ai appris les quartiers en accessibilité augmentée, et ça veut dire que dans chaque arrondissement, il y aura une petite partie qui sera en accessibilité augmentée. Une chose après l'autre, entre les deux, une chose après l'autre. J'applique, j'aimerais quand même, par rapport aux Jeux paralympiques, parce que je sais que plusieurs se posent la question, est-ce que ça va être un spectacle? On sait qu'il y a eu que les billets ont été tous pris pour les Jeux olympiques. Est-ce qu'on voit du vrai sport dans les Jeux paralympiques? Est-ce qu'on voit des vraies performances, des vrais champions dans toutes les disciplines, en tennis fauteuil sur flanc, mais dans les autres aussi? Est-ce que... Non. Alors je pose vraiment la question. C'est vrai, vous n'allez pas vous... Quand on regarde un sportif, pour ce qui nous passionne aussi, c'est parce qu'on se projette un peu, on s'identifie. Alors c'est sûr, vous n'allez pas vous identifier, voilà, en regardant une fille en fauteuil roulant jouer au tennis, hein, je comprends bien que vous n'allez pas vous identifier. Alors par contre, soyez sûr d'une chose, c'est que vous verrez peut-être des choses qui vont peut-être vous paraître peut-être plus légères, mais parce que, alors moi j'ai une copine, une amie qui est née avec des petites jambes, enfin sans jambes et sans bras. Quand vous la voyez nager, moi la première, quand je l'ai vue, ça m'a fait éclater de rire, bon, je me suis foutue d'elle, on est copines, je me suis foutue d'elle. Voilà, elle était là, c'est vrai. Je reconnais, vous serez super impressionnés parce que vous les verrez à poil, en maillot, et ça, même moi, ça me fait les frissons quand on voit tous ces gens différents. C'est un choc, hein. On est très content de se connaître, ça c'est sûr. Par contre, soyez sûr d'une chose, c'est qu'elle, avec son potentiel, avec ce qu'elle est, avec ses propres caractéristiques, elle va développer ses compétences, je l'ai dit tout à l'heure, et elle sera à fond de ce qu'elle peut. Alors même si ça vous fera sourire sur certaines performances, mais peut-être que si vous étiez dans le même cas qu'elle, vous ne feriez pas mieux qu'elle. Voilà.
C'est toujours ce qu'il faut avoir en tête. Ce sont des gens avec forcément des capacités différentes. Moi, forcément, j'ai pas de jambes, je ne peux pas courir la balle et ça vous. Voilà, j'ai la même vite que vous, je le ferai différemment. Et ça, c'est sûr, forcément, on est différents. On n'a pas du tout les mêmes capacités. Mais par contre, à ce niveau-là, tous vous serez toujours éblouis par le dépassement de soi, par aller jusqu'au bout, par la combativité. Et là, moi, je vois à Barcelone, ce que je disais tout à l'heure, à Barcelone, premier jeu, 92. On arrive, donc j'ai une super installation à Barcelone avec les mêmes que les Jeux Olympiques. Et là, je discute un peu avec des visiteurs espagnols et ils me disent oh ouais, moi j'ai pris des places pour les Jeux Paralympiques parce qu'aux Jeux Olympiques c'est hors de prix, j'ai pas pu venir. Et comme c'est les mêmes installations, on vient. Bon, vous, l'air de dire, vous, les joueuses en tennis, fauteuil, bon, mais par contre, je visite l'installation qui était magnifique et tout. N'empêche, ils visitent. Et puis là, ils commencent à s'installer dans les gradins. Ils commencent à regarder. 5 minutes. Et puis là, ils se rendent compte que c'est vrai que je n'étais pas encore, surtout à Barcelone, moi j'étais en 2, et c'est sûr que j'avais pas un pur tennis. Je faisais encore des fautes, je ne maîtrisais pas tout, et tout ça. Il me manquait encore quelques coups. Mais moi, par contre, si j'avais un truc, c'est que même si on me faisait un outil, même si je ne l'avais pas, j'étais à fond dessus pour essayer d'avoir. C'est-à-dire, j'étais à fond. Voilà. Je me dépassais, je voulais gagner, je courais après toutes les balles, et devant ça, on ne peut qu'être admiratif. Et ouais. Et des fois, j'avais la balle qui passait à ça, des fois je l'avais, et puis des fois je ne l'avais pas. Et là, les mecs, au début, ils venaient pour regarder les cours, ils regardaient 5 minutes. Et puis, des fois, je ratais la balle, et puis j'entendais oh, et puis oh. Et puis au bout de 5 minutes, enfin, au bout d'un quart d'heure, ils étaient encore là. Et puis au bout d'une heure, ils étaient encore là. Et je vous assure qu'à la fin du tournoi, parce que moi j'ai eu la chance après de jouer un petit peu plus, parce que j'ai été médaillée et tout ça, et bien les gens, en fait, les gradins étaient pleins à Barcelone. Et les gens restaient, ceux qui étaient venus me dire, on vient pour regarder l'installation, regardez. Et puis, quand ils voyaient que, bam, un petit coup gagnant, ils applaudissaient. Quand ils voyaient que je ratais, j'entendais des mots. Bref, ils étaient complètement pris au jeu. Et oui, c'était pas peut-être un tennis valide, ça partait peut-être moins pour la balle. Et j'étais encore, je faisais encore quelques fautes, j'avais pas tous les coups du tennis. Mais moi, j'étais là avec mes coups et je me battais. Et les gens étaient ultra enthousiastes. Et ça a eu un succès fou. Voilà, et ça, par contre, vous allez le vivre. Et ça, je pense que c'est la force des Jeux Paralympiques. Alors, bien sûr, il y a des performances, mais si je peux vous inviter à voir des trucs que vous avez envie, c'est sans doute l'athlétisme. C'est le tennis en double, parce qu'en simple, ça peut être quand même c'est forcément plus lent, le tennis en fauteuil que le tennis valide. Par contre, en double, c'est très sympa. Et puis, ça bouge beaucoup. Les fauteuils sont toujours en mouvement, donc c'est assez spectaculaire. Après, il y a les sports co, le rugby fauteuil, le basket fauteuil, la natation. La natation, ça reste un sport très très impressionnant. L'escrime reste, alors c'est statique, parce que c'est assis, mais pourtant, s'il y a des escrimeurs, des gens qui connaissent, c'est ultra technique, c'est ultra rapide. Donc vous ne verrez pas le même sport, mais vous verrez d'autres compétences vraiment, et du dépassement de soi. Et là, vous ne pourrez pas être déçus. On a retard. Non, on va mettre un peu plus de temps. Alors, c'est pas grave. Non, parce qu'on me fait des signes. Ah ouais. Je suis bavarde. Non, c'est intéressant, mais j'ai encore plein de questions. On n'est pas dans l'entreprise encore. C'est ça, c'est le sujet suivant, tu l'as compris. Donc moi, j'aimerais qu'on revienne. D'abord, tu as été la première à faire la fac de sport, oui. La première personne en fauteuil. J'aimerais que tu parles de tes débuts professionnels, tu as eu ton diplôme, et puis dans le processus de recrutement. Alors oui, ça c'est important, ça va pas parler à certains d'entre vous, puis là on va rentrer dans le cœur de notre sujet. Alors moi, donc, accident 14 ans, 1 an de rééducation, donc je suis en fin de 3e qui j'ai un accident, 1 an de rééducation, seconde, je reprends mes études et je ne m'arrête pas. C'est-à-dire que, voilà, seconde, première, terminale, dans un lycée tout à fait ordinaire. Moi, j'ai rêvé d'être prof de sport, je ne pouvais plus en fauteuil, mais je fais une maîtrise, un DESS en management du sport, et voilà. Et en parallèle, je fais du tennis, je suis aux Jeux Paralympiques, 92, 96. 98, j'ai eu fin à ma carrière de sportive au niveau international. Donc je quitte l'équipe de France parce que moi j'ai mon DESS en poche et moi je veux travailler. Mais moi, certes, je suis au fauteuil, mais voilà, je suis le cours comme vous l'avez suivi. Je suis tout à fait, voilà, maintenant. Et là, moi, mon rêve à ce moment-là, c'est de travailler au sein d'un gros comité d'entreprise, et sur la place toulousaine, il y en a beaucoup.
et d'organiser tout ce qui est événementiel, activité physique, sportive, culturelle pour les salariés. Donc j'envoie mon CV, et sur mon CV, à cette époque, donc à Paris bien sûr, mes études, mais aussi tout mon cursus, mes délégués paralympiques, bien entendu, toute cette vie, et je mets dans les informations complémentaires comme ça se faisait à l'époque, paraplégique suite à un accident de sport. On ne peut pas faire plus transparent. J'obtiens 6 entretiens. 6. Là, j'ai 23 ans, quelque chose comme ça. 6 entretiens. Et là, tous vont me répondre à la même chose. Alors, certains au bout de 5 minutes, d'autres au bout d'1 heure. Et je vous redis, ça voulait dire la même chose, vous direz la phrase textuellement d'un d'entre eux. Mademoiselle, nous ne sommes pas prêts à accueillir une personne comme vous. Rien sur mes compétences, rien sur ma motivation, rien sur ce que je pouvais amener éventuellement à l'entreprise. La simple vue de ce fauteuil va être rédhibitoire. 6 entretiens. Alors là, je peux vous dire que ça va être ultra violent. Pour moi, ça va être ultra violent. J'avais poursuivi mes études, moi j'arrivais à mes compétences. Et autant vous dire que je ne postulais pas pour être peintre en bâtiment ou peintre les avions. Hein. Moi, je postulais pour être derrière un bureau, travail sédentaire, donnez-moi un téléphone, un PC, ou du Wi-Fi, et au moins donnez-moi ma chance. Rien. Rien. Et là, pour moi, ça va être... alors j'ai eu mon accident, où ça a été un énorme choc, mais là, pour moi, ça va être un deuxième énorme choc. C'est-à-dire que j'ai mes compétences, je postule sur des choses où j'estime être compétente, mais en plus, on ne me donne même pas la chance de prouver que je peux. Alors j'avais envie de dire, j'étais jeune, je pense qu'aujourd'hui j'aurais sans doute plus de partie, mais j'avais envie de leur dire, mais moi, donnez-moi ma chance, faites-moi passer les tests. S'il y a plus compétent que moi à côté, ok, mais testez-moi. Rien du tout. La simple vue. Alors je vous parle de ça il y a un certain temps, on était fait 90, donc 98, donc ça va être violent. Alors je vais réfléchir, je vais trouver, ça va me prendre quelques semaines, et un jour je vais trouver cette solution. Voilà, et c'est comme ça que je vais trouver. Et là je vais faire ce constat fou pour moi qui va être que ce fauteuil fait très 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 peur, et que surtout on s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'on ne voit plus ma personnalité, on ne voit plus Auristel, on ne voit plus ses compétences, on ne voit que ça. Et que les gens, vraiment, c'est un frein, ils s'arrêtent à ça. Et là, j'avais trouvé cette solution de me dire, puisqu'il fait peur, puisque c'est un frein, il faut que j'aille vers les personnes qui me connaissaient avant mon accident. Et là, même si je suis assise, ils savaient que quand même, le fait de paraplégique, c'est pas pour autant que je perds ma tête, et que sans doute, peut-être, je vais faire l'affaire et je vais être compétente sur certains points. Et bien sûr, je vais chercher, par rapport bien sûr à mon corps de métier, ce que j'avais envie de faire. Et là, je vais aller faire une candidature spontanée sur une entreprise. Alors, elle ne va pas faire des cadeaux, hein. Je vais passer des concours, je vais faire tout ce qu'il faut, les entretiens et tout. Mais j'aurai un boss et je vais y rester 16 ans et je vais piloter un service 16 ans d'événementiel, de sport, développer toutes ces actions. Mais voilà comment moi, je vais m'en sortir avec mon handicap et mon fauteuil roulant. Maintenant, je voudrais juste qu'on rappelle aussi les pourcentages du paraplégique, parce qu'il y a des handicaps aussi invisibles, très nombreux. Alors, il faut savoir, alors, pour donner quelques chiffres, les personnes handies, donc c'est beaucoup plus qu'on imagine. Donc, tout à l'heure, j'entendais dire que ça ne concerne pas, mais en réalité, 80% des handicaps sont invisibles. Sachez que le handicap moteur dont je fais partie et les personnes en fauteuil roulant ne représentent que 3% des personnes qui sont porteurs des handicaps moteurs, hein, pas 3% de tous les handicaps, 3% des handicaps moteurs. Alors, souvent j'entends dans les entreprises, ah non, mais moi, ici, le handicap, ça ne me concerne pas, il n'y a personne en fauteuil roulant. Mais en réalité, alors il y a 6 typologies de handicap. Handicap moteur, handicap psychique, dépression, TOC, addiction, tout ça invisible. Handicap sensoriel, visuel, auditif, quasiment invisible, sauf si vous êtes non-voyant, vous avez une canne. Ça, ce sont aussi les stéréotypes, hein, ou le fauteuil roulant ou la canne. En réalité, très 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 peu. Vous avez aussi toutes les maladies chroniques et invalidantes, les cancers, les diabètes, la sclérose en plaques, l'asthme sévère, enfin, l'endométriose, il y en a énormément, invisibles, sauf si elle dégénère, elle évolue vers un handicap physique, mais invisible. Vous avez aussi, alors que je n'oublie pas, tout ce qui est troubles cognitifs, tout ce qui est dyslexie, les 10,
troubles du spectre de l'autisme, les troubles de l'attention et hyperactivité, absolument invisibles, et il y en a énormément. Bref, sur ces 6 typologies, 80% sont invisibles. Statistiquement, pour terminer la question, nous savons aujourd'hui qu'un actif sur 4, hein. Donc dans la population totale, c'est une personne sur 2 sera touchée au cours de sa vie par un handicap ou une situation de santé invalidante, délicate, au cours de sa vie. 1 sur 2. Et parmi la population active, 15-64 ans, globalement, une personne sur 4 sera à un moment donné, au cours de sa carrière, en situation de handicap ou de maladie. Quand je dis handicap, situation de santé délicate, par rapport à sa situation délicate sur son poste de travail, puisque ce sont des personnes actives. Donc aujourd'hui, la force d'une entreprise, la population vieillit, et statistiquement, et c'est mondial, hein, ces chiffres, c'est de prendre à bras le corps cette problématique. Parce que plus on apprendra tôt, la force d'un handicap, donc tout à l'heure je vous disais l'anticipation, c'est prévenir. Moi, c'est du groupe on est à fond, hein, on est à fond. Moi, ma première cible, c'est pas le recrutement, hein, c'est mes salariés, parce que je sais que statistiquement, dans cette salle, je suis le handicap visible par définition, mais une personne sur 4, alors je ne vais pas vous faire peur, hein, mais je suis sûre que voilà, si on commence à discuter, et je suis sûre que si vous interroge, vous connaissez tous une personne qui a eu un cancer ou qui a été... Alors vous pouvez être aidant aussi. Voilà, vous connaissez tous une personne qui à un moment donné a eu rencontré une situation de santé, ponctuellement ou définitivement. Comme moi c'est définitif, mais c'est un peu ponctuel. Il faut au moins 6 mois pour entrer dans cette catégorie de situation de santé, handicap en entreprise. Donc vous en connaissez tous et voilà. Et donc ça, il faut être très conscient. Et parmi toutes ces personnes aussi, ça c'est le chiffre positif, seulement 10% de ces personnes ont besoin d'un aménagement de poste. Voilà, on peut avoir une situation de santé un peu délicate, mais pas pour autant avoir besoin d'un aménagement de poste au travail. Seulement 10% statistiquement ont besoin d'un véritable aménagement de poste. Donc ça, il ne faut pas avoir forcément peur pour autant. Voilà, de ces personnes qui sont touchées. Est-ce que tu peux nous parler de la loi 2005, l'environnement, tout ce qui est autour, et puis aussi les leviers d'entreprise? Alors la loi 2005, globalement, alors c'est une super avancée sociétale, hein, parce que la loi 2005, on prend en compte la compensation du handicap, donc elle va un petit peu légiférer là-dessus, et puis mettre en exergue un petit peu cet environnement et l'adaptation de l'environnement d'une personne. Et l'environnement bâti, non bâti, mais aussi au travail et en formation, on doit maintenant rendre accessible et compenser le handicap pour que les personnes puissent se former ou travailler dans de bonnes conditions. Voilà, c'est par rapport à notre problématique, on va... Les outils, c'est bon, parce qu'on fait encore 5, alors ça fait des 5 minutes. Ouais. Oui, on va peut-être... Après, vous pouvez me poser des questions par rapport à si vous avez des... Ouais. Moi, ce que je voulais savoir aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui, soit par obligation, parce qu'elles sont pas recrutées d'ailleurs, soit par envie, sont entrepreneurs. Donc, comment, dans la publicité coopérative, quels sont les conseils que tu peux nous apporter? Alors, j'entendais tout à l'heure, c'est vrai, je crois que c'est Julien qui disait, déjà d'en parler, ça permet de démystifier. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà, déjà d'en parler, ça veut dire qu'on est ouvert, il suffit de pas grand-chose. Maintenant, effectivement, moi la première, alors j'étais salariée pendant 16 ans, je me suis mis en statut indépendant pendant 5 ans, et parce que je voulais faire toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est ça. Quand on est handicapé, qu'on est inséré dans la société, qu'on a envie, qu'on travaille, on a envie de s'épanouir, peut-être encore plus que les autres. On a envie de s'affirmer encore plus que les autres. C'est peut-être encore plus puissant chez nous. Parce que si le travail, c'est aussi une manière de s'affirmer socialement. Quel que soit. Et nous, personnes handicapées, peut-être on a encore à prouver encore plus que les autres. Donc c'est vrai que le travail indépendant, c'est puissant parce que ça donne une souplesse, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est vrai, c'est important. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont un handicap non-voyant ou des troubles 10 ou autres cognitifs qui ont choisi l'indépendance. Effectivement, pour la souplesse, pour gérer leur temps, parce que effectivement, d'être indépendant, quand on a une différence,
ça permet on se gère quoi. Donc on est maître à bord, donc on pilote ça, on n'a plus besoin de se référer toujours au supérieur et donc ça c'est. Alors le conseil, moi je n'ai pas vraiment de conseil, hein. De toute manière je pense bien que là tout le monde est super open à ça. Il faut, alors moi c'est pas un conseil, mais ce que je viens de dire c'est qu'il faut surtout pas avoir peur parce que effectivement quand on est différent, moi je dis toujours aux recruteurs, si vous avez une personne différente en face de vous et qui a envie de bosser, je peux vous dire que c'est qu'elle a envie de bosser. Alors je dis pas qu'elle est parfaite. Voilà, je ne dis pas qu'elle est parfaite. Mais moi, si je me présente devant les recruteurs avec mon fauteuil, que je sais que je vais être jugée, parce que moi, quand vous me voyez arriver, il n'est pas invisible. Chaque handicap a ses avantages et inconvénients. Mais moi, vous me mettez dans une case avec mon fauteuil roulant. Et souvent pas la bonne. Le fauteuil, l'handicap, alors, j'assume aujourd'hui complètement, mais le fauteuil roulant il est connoté négativement. Personne, là, si vous me dites, oh non, Estelle, non, c'est pas vrai, baladez-vous avec moi en ville, vous verrez que les regards qu'on peut encore poser sur moi, ça c'est redoutable, encore les gens n'ont pas du tout une belle vision du handicap, c'est ultra mal connoté, et en entreprise d'autant plus, ça se lié à une capacité, à une compétence, enfin c'est très compliqué. Donc ça, enfin, voilà, donc là, peut-être une autre question. Et la dernière, parce oui, que oui, j'avais envie aussi d'en parler, c'est normal. Oui. Les conseils qu'on peut donner aussi à une personne en situation de handicap, entrepreneur. Mais restez quand même. Alors, la force du handicap, c'est qu'on développe énormément de soft skills. Vous l'avez compris. On a une force d'adaptabilité. Pas tous, mais forcément. La société nous renvoie tellement toujours le fait d'être handi que si on veut vivre professionnellement, personnellement, s'épanouir, c'est qu'on développe une énorme capacité de compatibilité, d'adaptabilité, de résilience, je pense, une certaine forme de résilience. Et bien tout ça, c'est ultra valorisé en entreprise. D'anticipation. Non, voilà. Donc je crois que ça, alors je ne dis pas que c'est parfait, attention, chaque personne aussi a tout partout, mais voilà. Donc moi je dis, restez vous-même. Souvent en plus on me pose la question, être handicapée, en plus je suis une femme. Souvent j'entends. Ah ouais, alors je suis une femme. Toutes les femmes managers, je suis sûre que là toutes les managers, toutes les femmes qui sont là, on voulait peut-être un jour poser sans handicap. Allez, moi on me le dit. Alors là je vous assure, je vous mentir. Moi, alors c'est vrai que je le sais, je sais ce que je suis, je sais l'image que je renvoie, je sais toutes mes limites, je sais tout ça, et je ne dis pas que des fois je rêverais d'être debout et de faire tout ce que j'ai envie, et alors ça, voilà, ne croyez pas que ce soit facile, mais pour autant, je suis ce que je suis, quoi, voilà, et je vous assure que même si je suis une femme handi, eh ben, j'oublie que je suis une femme, enfin je suis avant tout avec mes compétences, mes qualités, mes défauts, et je pense, quoi, voilà. Ouais, donc si j'ai un conseil à donner, c'est je pense que tous ici, on est une localité et il faut foncer. Voilà. Et je suis pas optimiste, je pense que c'est la vérité, quoi. Voilà. Maintenant, c'est à vous de poser les questions, celles que je n'ai pas eu le temps de faire, et surtout les vôtres. Oui, peut-être. N'hésitez pas, moi je suis oui. Ouais. En fait, ma question, serait la question de la priorité. En fait, j'ai pu me rendre compte aussi, notre réseau, l'ampleur du chantier en France, Ouais. que vous avez redit, etc. Et donc évidemment, on ne va pas pouvoir tout régler en même temps. Donc s'il y avait une priorité pour vous, ce serait quoi? Alors, sur le sujet sur lequel vous le handicap pour moi, c'est l'école. Alors, là on est au travail, je vous soutiens un peu peut-être, mais pour moi c'est l'école. Tout part de l'enfance. Alors moi je dirais, moi je travaille, alors quand je faisais la formation, que j'étais auprès des managers en tant qu'indépendante, bien sûr je voyais l'avant, l'après avec les managers et tout, le changement de regard. Mais, non, notre génération, c'est pas cause perdue. Voilà. Mais c'est pas cause perdue, mais voilà, nous on est un petit peu, voilà, on a moins d'années devant nous alors que les jeunes. Voilà, pour moi c'est l'école, tout part de l'école, tout part des jeunes. Donc ce gros travail sur les générations futures, si on y arrivait, ce serait fantastique. Ça veut dire que les générations qui arrivent, et moi j'interviens dans les écoles, écoles, collèges, lycées.
Mais les gamins, surtout les écoles petites, c'est extraordinaire, les gamins. Au bout d'une heure, ça y est. Et puis quand il y a un enfant différent dans la classe, oui, il s'en moque après. C'est un copain avant tout. Et voilà. Et même si le copain il est là, et je vous assure, des fois, il y a des gamins qui sont physiquement atteints, enfin voilà, qui ne peuvent pas faire grand-chose. Mais la copine, le peu qu'elle a, et ben elle lui donne la carte pour jouer aux cartes. Et puis le gamin est beau, et il s'adapte complètement. Et après, il prend le gamin comme il est, quoi. Voilà. Et pour moi, c'est la priorité. Donc, Une question, c'est pas toi, Didier, c'était par là. Oui. Plusieurs questions en une, mais vous répondrez à ce qui vous inspire le plus. Oui. C'est par rapport au statut un peu au statut où la personne handicapée en milieu dit ordinaire. Oui. C'est de savoir qu'est-ce qu'on peut valoriser comme apport, donc soit en termes d'innovation, soit parfois on parle aussi de conception universelle, c'est d'imaginer des produits, des services, mais pour qu'ils soient utilisables par tous, plutôt que d'adapter des solutions existantes pour le handicap, pour certaines formes de handicap. Oui. Alors, il y a un peu ce sujet. Après, le sujet du travail en milieu ordinaire, parce que quand on parle handicap, on pense plutôt soit à des ESAT, donc, des établissements spécialisés, c'est les anciens ou à des entreprises adaptées. Oui. Mais effectivement, d'entreprise, et puis surtout pour des indépendants, il y a le statut de travailleur indépendant handicapé ou TIH. Oui, complètement, le TIH qui rentre dans le secteur projet adapté, dans le sens où quand on fait appel à un TIH, on peut avoir une déduction de la main-d'œuvre à hauteur de 30%. Oui, complètement. De la main-d'œuvre. À part coopérative. D'accord. Alors, par rapport à l'accessibilité universelle, alors, certes, il y a l'accessibilité physique, tout ça, mais c'est vrai qu'une des grandes préoccupations, c'est l'accessibilité numérique. Parce que là, que vous soyez dyslexique, malvoyant, sourd, beaucoup de handicaps en réalité, et puis parce que maintenant l'outil numérique est incontournable dans nos vies professionnelles, personnelles, eh bien il faudrait que tous les sites, tous les outils numériques soient accessibles. Et ça, en ce moment, s'il y a une priorité de l'État, en tous les cas, l'accessibilité du bâti physique, certes c'est important, mais numérique, ça touche beaucoup plus de monde qu'on le croit. Les personnes âgées, les personnes illettrées, c'est très puissant. Voilà, donc ça c'est en termes d'innovation et de priorité, ça s'en est une. Je ne sais pas si j'ai trop répondu, mais c'est vraiment en termes d'accessibilité universelle, c'est important. Donc pensez-y parce que souvent c'est pas le cas. J'ai un approche juste sur vous avez beaucoup parlé du regard. Oui. C'est une formule que j'ai découverte hier. C'est qui est spéciale vraiment pour les recruteurs, c'est plutôt d'envisager plutôt que de dévisager. Et ça vient d'une association qui travaille sur le handicap esthétique, donc justement sur l'idée pas d'éduquer tout l'environnement au regard que les autres peuvent avoir, parce que ça va être compliqué de changer tout le monde, et plutôt sur la manière dont une personne en situation de handicap peut réagir par rapport au regard. Oui. Alors, oui, c'est important. Sensibiliser les personnes pour changer le regard. Alors, la personne handi aussi. Alors, pour une personne handi, selon, c'est très. Alors, moi, je vois parce que j'accompagne des fois des jeunes qui vont passer des entretiens de recrutement. Et eux, toute leur vie, depuis qu'ils sont handis, ils ont toujours ce regard un peu. Ce que je disais tout à l'heure, un peu négatif de la société, de l'environnement. C'est compliqué, vous savez, quand vous avez un handicap, vous êtes dyslexique ou autre chose, ou visible, c'est un combat. Vos études, je crois que je ne sais plus qui a mis un post sur LinkedIn, je crois que c'est encore Julien qui a mis le handicap, c'est un sport de combat. En titre. Alors, le handicap, je vous confirme, c'est un sport de combat. On se lève le matin, on se couche le soir en général fatigué, parce que c'est un sport de combat. Tous les jours, on se lève, on sait que les regards vont être, et tout ça. Donc, et la personne, des fois, si elle n'a pas cette force, cet entourage ou cette force, eh bien, vous savez, vous pouvez être tiré vers le bas un petit peu naturellement. Et donc, il faut toujours être un combattant. Et donc, parfois, la personne aussi, elle a ce regard sur elle-même. Vous savez, quand vous arrivez à un entretien de recrutement, si vous avez un poil, vous manquez un peu de confiance en vous, ou sur vos compétences, ou vous dites, voilà, oulala, vous n'êtes pas dans un bon jour, ou vous avez croisé quelqu'un dans le métro qui vous a regardé un peu méchamment,
ou vous avez une remarque de votre mari que vous avez dit la veille, enfin bon bref, voilà, eh bien c'est pas si facile. Donc le regard en fait, il concerne et les personnes handies sur elles-mêmes, où là il y a un certain travail à faire, parce qu'elles ont peut-être été éduquées comme ça et que la société leur envoie toujours en permanence ce regard un peu négatif, et qu'effectivement être handicapé c'est un sport de combat, et puis après effectivement il faut changer aussi le regard, et là on est là pour en parler, pour sensibiliser, et comme le disait aussi tout à l'heure Julien, il suffit parfois d'en parler pour revenir à des choses simples, un peu plus légères, parfois il suffit d'en parler au sein du collectif pour complètement faire tomber les tabous et complètement démystifier la thématique. Voilà, il ne faut pas... Et des fois ça suffit, c'est très efficace. Alors après, j'ai pas de leçon à donner, hein. C'est que, enfin voilà, je ne dis pas du tout la vérité. Ça, ce sont par rapport à mon vécu, ce que j'ai vécu personnellement et aussi dans les entreprises que j'accompagne ou là où je travaille aujourd'hui. Mais voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Éventuellement, non? Oui? Est-ce que ça vous a intéressé? Appris des choses? Oui? Oui. Vous avez été entrepreneur, en fait, vous avez été indépendant. Oui, complètement. Ça a changé quoi, être salarié, indépendante? C'était dingue. Moi, j'ai adoré. Ça a changé que quand même, j'ai découvert qu'être indépendant, c'était être compétent et pour faire de la formation, et pour être comptable, et pour faire la prospection, et que c'était très épuisant. Voilà, qu'il faut être prêt à ça pour être indépendant, et que je pense qu'on n'est pas tous prêts à ça. Voilà. Donc ça dépasse le handicap. Mais, par contre, moi, être indépendant, c'est une vraie liberté. Moi, j'ai jamais rencontré, ce que je vous disais tout à l'heure, autant de personnes passionnantes et passionnées, que ce soit en entreprise ou d'autres indépendants, que quand j'étais indépendante. J'étais très présente, bien sûr, dans mes interventions en entreprise. Alors les collaborateurs, les managers, chez l'entreprise, mais vraiment des rencontres extraordinaires. Et aussi quand j'allais aussi dans des rencontres comme aujourd'hui, avec d'autres indépendants, où là, moi j'étais toujours passionnée, des super rencontres. Voilà, mes plus beaux plaisirs, c'était ça. Et du coup, l'entreprise, en fait, parce que on ne fait pas simplement un lieu protecteur, vous rencontriez les mêmes personnes qui alors je ne vous cacherai pas que l'entreprise, c'est un lieu où vous avez votre salaire qui va tomber. Alors, ça, c'est indépendamment du fait d'être dit, hein. Mais voilà, quand vous êtes indépendant, vous le savez tous, il faut y aller, hein. Mais on ne compte que sur soi-même. Et si on ne fait pas, on ne fait pas. Et donc, rien ne rentre. Donc là, donc ça, c'est le côté... après, il y a des avantages et des inconvénients. En plus, là, je remets le pied dedans, puis sur un gros groupe avec beaucoup d'enjeux, un énorme travail. Et puis, c'est vrai que l'entreprise, et je redécouvre, alors est-ce que c'est ce gros groupe, mais une espèce d'inertie qui n'existe absolument pas quand on est indépendant, vous êtes d'accord? Et ça, quand même, c'est ultra jouissif de faire, voilà, on a décidé aujourd'hui, voilà notre feuille de route du jour, bam, voilà, notre to-do list, elle est là, on déroute. Ah là là, quand vous avez connu ça, alors aujourd'hui, j'attends le rendez-vous, donc Margot, il faut que je prenne rendez-vous avec mon grand DRH pour savoir ce qu'il pense de ce projet. Oui, dans 15 jours au Ristel. Ah non, secours! Enfin, voilà. Non, mais là, je dis une bêtise, mais c'est un peu ça. Ouais. Donc, il y a des avantages et des inconvénients de tout, et voilà. Il faut rester passionné et garder la flamme. Et je garde la flamme! Et je crois qu'on est bien dans le timing. Ouais. Ça va? Alors, petit mot. Merci de votre attention. Et merci. Merci beaucoup. Ouais, je scrunch, je suis désolée. Alors, du coup, moi, je vais faire la petite rubrique petite info de fin de nocturne. Je pense que vous avez vu passer un mail hier dans la newsletter qui vous parlait de l'Active Challenge. Certains et certaines d'entre vous ont déjà commencé à participer et à jouer. Donc je vous invite vraiment à vous investir en fait sur ce challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est porté par l'AGFIP. C'est la nouvelle édition cette année. Omnicité y participe depuis plusieurs années. Donc les entrepreneurs d'Omnicité jouent le jeu.
Vous avez un canal Slack qui vous est dédié, #défi, sur lequel vous pouvez mettre vos scores. Donc le principe est tout simple. En fait, c'est un challenge inter-entreprise. On est là en fait pour tester ses connaissances sur le handicap et dans lequel vous pouvez gagner un maximum de points pour nous faire remonter vis-à-vis des gros mastodontes. Voilà. Et puis c'est aussi très sympa, vous allez apprendre plein de choses sur le handicap. Auristel en parlait tout à l'heure, les chiffres. Je repense au test d'hier, donc ça a commencé hier. Elle a donné plein d'infos pour ceux qui ne l'ont pas fait. Tous les chiffres, ils étaient. Voilà, parce que la première partie, effectivement, est assez chiffrée. Donc, vous verrez, il y a des puzzles, il y a des textes à trous, là, il y a des stars, là, sur le handicap des stars et tout ça. Donc, vraiment, on compte sur vous pour aller participer. Vous allez challenger vous. Ça dure jusqu'au 21 juin, donc toutes les semaines, il y a un test. Vous avez un peu la boule au ventre quand vous le faites parce qu'il y a un timer par moment. On dit est-ce que je vais bien dans le bon sens, voilà. Et après, voilà, je vous invite vraiment à mettre votre score sur le canal Slack #défi. C'est aussi, c'est aussi important cette soirée pour nous, pour le groupe de travail sur le handicap. Elle était importante d'arriver aussi à un moment où on avait eu une grosse réflexion et de se dire que ça se concrétise. Et merci infiniment Auristel. Moi, j'en ai encore les poils. Voilà, je vous le dis parce que moi, j'ai trouvé ça inspirant. Je ne sais pas si vous passez une bonne soirée, en tout cas, moi, oui. Et je vous remercie c'était hyper enrichissant et c'est ce message d'espoir. On va y arriver. Voilà, on ne bouge pas toutes les lignes comme ça en une fraction de seconde. Se donner le temps et aussi, effectivement, investir notre temps pour aider à faire avancer les sujets. Et voilà, moi, je suis alignée, j'ai envie de dire. Deuxième petite info. Un petit save the date. On a parlé des Jeux paralympiques et donc les membres du labo, du groupe de travail handicap, vous invitent à les rejoindre le 31 août lors des Jeux paralympiques sur le para-athlétisme. Nous, on y sera. Ouais. Le matin, l'après-midi, on y sera. On sera là pour venir en fait partager un moment inoubliable avec des sportives et des sportifs de haut niveau. Auristel le disait tout à l'heure. Dans le sport, en fait, dans le handicap, il y a beaucoup de résilience, mais il y a du dépassement de soi, en fait, au quotidien. Il y a des compétences, en fait, qui sont développées. Et je pense qu'ils n'ont pas à rougir, en fait, de ce qu'ils sont aujourd'hui. On est tous égaux. Et moi, j'insiste vraiment là-dessus. Nous sommes tous égaux. Et moi, j'ai déjà assisté, en fait, à des championnats du monde. Je vous jure, vous avez la boule au ventre. Et vous y allez. C'est inspirant, c'est challengeant et vous regarderez les perfs. Il faut savoir que les guides pour les personnes en situation de malvoyance ou non-voyants sont des sportifs de haut niveau qui accompagnent. Parce que les sportifs font autant de perfs en fait que les valides. Donc je vous invite vraiment. Alors on va essayer d'avoir un petit t-shirt, un petit machin, voilà, histoire de faire un truc. Mais d'ici là, notez-le. Et en fait, c'est hyper simple pour prendre vos billets. Vous allez sur le site officiel en fait. C'est ticketparis2024.org. Vous avez des passes pour les familles. Vous avez des passes découvertes, des journées complètes sur des sites à partir de 25 €. Donc n'hésitez pas, allez-y. Et tous ensemble, on va soutenir nos sportifs. Merci. On va créer un canal, non? Qu'est-ce qu'il y a? Slack. Pour les photos au stade? Ouais, si tu veux. Bon, il me reste la Pour donner les lourde. infos, la date et... Oui, 31 août. Oui, 31 août. De toute façon, ça partira dans un courrier hebdomadaire. Il me reste la lourde, mais très facile tâche de conclure. Parce que facile, pourquoi? Parce qu'on fait les remerciements. On va tous se barre. Voilà. Non, je voulais remercier l'ensemble des membres du groupe de travail handicap. Pour être sûr d'oublier personne, je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Éventuellement, ils peuvent se lever. Ils peuvent se lever. Voilà. Tous ceux qui ont participé à tous les temps de travail depuis 2 ans. Et à l'organisation de cette nocturne, le 11e lieu pour son accueil, c'est pas la première fois qu'on vient et on reviendra certainement d'autres fois, c'est quand même toujours très bien. Des partenaires qui sont présents dans la salle, Auristel et Karine pour les échanges qu'on a eus. Et j'ai noté 2-3 phrases, il y a 2-3 choses que je retenais, moi, c'est que ce qui était important, c'était de changer d'état d'esprit. C'était effectivement de faire évoluer les mentalités.
Une chose que Auristel a dite, et enfin en tout cas je pense que chez Omnicité ça nous parle beaucoup, c'est que pour une personne en situation de handicap, le travail c'est aussi une façon de se réaliser, de se réaliser, de trouver sa place en société. Et je pense que c'est une des choses qui nous rassemble chez Omnicité, que justement d'avoir cet amour du travail, non pas juste pour le plaisir du travail, mais parce qu'aussi c'est pour nous un moyen de nous réaliser, de se réaliser. Voilà, c'était une petite idée comme ça que j'avais notée. Et pour terminer, en fait, c'est cette soirée, c'est les échanges qu'on a eus et qu'on va avoir autour d'un verre, hein, ça arrive, c'est en train de s'installer normalement. Voilà. Et s'inscrivent aussi dans une série de travaux que la coopérative est en train de mener autour de sa responsabilité sociétale en tant qu'organisation, autour de sa mission d'accompagnement sans discrimination et sans présumer de la réussite économique des personnes quand elles rentrent dans la coopérative, et autour d'un travail sur le fait d'aller vers la qualité d'entreprise à mission. Et donc tous ces travaux-là qu'on mène depuis 2 ans, ça rentre dans une démarche plus globale. Donc je vous remercie énormément de votre participation, de votre présence ce soir, et le bar est ouvert. Open bar. Open bar, exactement.